Et votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est l'économiste Nicolas Bouzou. Bonjour, Nicolas, président du cabinet et fondateur du cabinet Asterès. L'ami François Bayrou, il trouve le budget 2018 déséquilibré. Est-ce que c'est votre sentiment? Est-ce qu'il est équilibré ou déséquilibré ce budget 2018? Non, je pense que c'est un bon budget, en tout cas dans sa version initiale, notamment sur les questions de fiscalité du capital. Quel est le problème avec la fiscalité du capital? On a besoin aujourd'hui d'avoir beaucoup plus de capital financier investi dans l'économie française. Pourquoi? Parce qu'on a une mutation technologique, on a une mutation économique qui est très consommatrice de capitaux, elle est très consommatrice de fonds propres. Aux États-Unis, vous avez des startups qui lèvent des centaines de millions de dollars, voire parfois plus d'1 milliard de dollars. Et donc vous avez vraiment des entreprises qui, pour industrialiser leur processus, aussi, hein. Oui, mais c'est de l'épargne qui est saine, je dirais. C'est-à-dire qu'elle va véritablement s'investir dans le développement économique. Nous, le problème, c'est que notre épargne, il y en a beaucoup, le taux d'épargne en France, il est important, mais 16%. Ça va beaucoup dans le livret A, ça va beaucoup dans l'assurance vie. Il est mal fléché, c'est ça. Oui, exactement. Mais on ne peut pas contraindre les gens. Il faut absolument... C'est pas parce qu'on baisse les impôts sur la fiscalité du capital que pour autant cet argent qui sera en plus dans la poche des ménages les plus aisés sera automatiquement réinvesti, non pas dans une action Apple, mais dans le capital productif en France. Ça a deux effets. Pas, ça. Non, on ne le sait pas. On est dans une économie de marché, donc on ne peut pas savoir exactement où va aller l'épargne. Mais ça a deux effets. Bon, premier effet, quand même, on diminue la fiscalité sur le capital, donc il y aura plus d'épargne vers le capital. Dans quelle mesure? On ne peut pas le dire, mais il y en aura forcément plus. Mais il y a aussi un effet qui est lié à l'attractivité des capitaux en France. C'est-à-dire que même si c'est un truc qui n'a jamais été très précisément documenté, il y a quand même sans doute des flux nets de capitaux vers l'extérieur. Il y en a eu en tout cas ces dernières années, notamment après 2012. Et l'augmentation forte de la fiscalité sur le capital. Et donc là, on essaie d'inverser la vapeur. Donc je trouve en tout cas que la version initiale du budget sur ce sujet-là était bonne. En revanche, ce qui commence à devenir n'importe quoi, c'est ce débat que je trouve complètement inepte sur la taxation des signes extérieurs de richesse. On va en parler, mais juste sur 7 milliards d'euros de baisse d'impôts, quand on voit qu'il y en a quand même 5 milliards qui vont justement pour supprimer une large partie de l'ISF, pour baisser la fiscalité sur le capital. D'un côté, on se dit oui, c'était nécessaire de revoir la fiscalité parce qu'en France, le capital est surtaxé et on est en compétition. C'est du capital, c'est mobile, donc il faut aller vers une espèce de norme européenne. Il faut attirer le capital, il faut attirer les talents, mais en même temps, ces 2/3, sur 7 milliards, il y a 5 milliards qui vont dans la poche des plus aisés. C'est aussi ça la réalité. Non, et on prend une lecture économique et aussi politique des choses. Non, mais je suis tout à fait prêt à entrer dans une lecture politique. Et d'ailleurs, je trouve que le gouvernement défend très mal, en réalité, son budget et la majorité parlementaire encore pire. Parce qu'ils tombent dans les pièges que vous, les journalistes, vous leur tendez. C'est-à-dire, c'est un budget de riches. Alors, le gouvernement et la majorité parlementaire disent « Ah non, c'est pas du tout un budget pour les riches. Regardez, on a augmenté telle ou telle allocation. » La vérité, c'est que l'idée de ce budget, l'idée centrale, c'est de faire en sorte que les riches investissent mieux leur argent, si vous voulez, qu'ils l'investissent dans l'économie réelle et que ça fasse de la croissance et de l'emploi pour tout. Mais il n'y a jamais de garantie. C'est toujours un pari. Et il n'y a jamais de garantie. Mais je pense qu'il faut le faire. En tout cas, moi, si j'étais d'autant que, imaginons cette action, quoi. Si elle investit dans une action, je ne sais pas, Total ou whatever, en quoi est-ce que c'est bon pour l'économie productive française d'acheter une action Total? Eh ben, très bon rendement Total, très bon rendement d'ailleurs. Oui, d'accord, mais aujourd'hui, cette épargne, elle va, je le disais tout à l'heure, dans les logements sociaux et dans l'endettement de l'État. Les logements sociaux, attendez, alors là, moi, vous n'aurez pas de bien-pensance avec moi. Hein. Je pense que l'avenir d'un pays comme la France, c'est pas que les gens vivent dans des logements sociaux, c'est qu'ils vivent dans des logements normaux. Hein. C'est comme les emplois aidés. Hein. Je pense que les gens, il leur faut des emplois, pas des emplois aidés. Il leur faut des logements, pas des logements sociaux. Donc je pense qu'il faut quand même qu'on remette un peu, si vous voulez, le fonctionnement de l'économie à l'endroit. Bon. Il y aura toujours en même temps, même si on baisse, c'est vrai, et encore une fois, il fallait faire, donc c'est votre message, il fallait faire cette réforme sur la fiscalité du capital, attirer donc les capitaux, attirer les talents, mais on se dit que dans cette course européenne à la concurrence, il y a une concurrence fiscale qui est très forte, il y aura toujours des pays qui seront mieux disant que nous. Après, nous, on part de loin. C'est bon, hein. On part de loin. On a de la marge, hein. On part de loin, mais c'est vrai qu'après, il y a toujours des gens qui seront... il y a toujours moins d'IS dans tel pays, moins de fiscalité sur le capital là. Vous avez tout à fait raison. Alors ça, c'est le sujet qui est le sujet européen. Ça finit comment d'ailleurs ça doit finir par plus d'Europe. Ça finit par plus d'intégration. Sinon, la base taxable, elle se réduit de plus en plus. Oui, mais ça, et derrière, il faut financer le modèle social. Vous avez raison. Ça devient compliqué. Hein. Vous avez raison. Mais c'est même pas lié à l'Europe, parce que cette compétition fiscale, elle peut se faire aussi à l'extérieur des frontières de l'Europe. Bon, il faut justement essayer
essayer, en tout cas à l'intérieur de l'Europe, d'avoir davantage de coordination. Mais ça se fait un peu. Il ne faut pas non plus voir les choses de façon complètement noire. Regardez, sur l'impôt sur les bénéfices des entreprises dont vous parlez à fort juste titre, parce que là, il y a une vraie concurrence, on le voit bien. Ça descend à 25%, mais ça va très doucement. On y va en 5 ans, on aurait pu mettre plus d'argent là-dessus. Oui, le coup, non mais puis il commence à y avoir une vraie coopération, notamment entre la France et l'Allemagne, pour harmoniser au moins... À la vitesse de l'escargot au galop. Mais ouais, mais n'en demandez pas trop à la vitesse de l'escargot, parce qu'on essaie de coopérer entre grandes nations qui ont des intérêts qui ne sont pas toujours les mêmes, et c'est déjà, ça va jamais trop vite. C'est un serpent de mer. Mais c'est déjà formidable qu'on le fasse. Il y a déjà 15 ans, on parlait de ça, c'est pas non plus... Ah non, mais ça ne va pas se faire en 2 ans, l'harmonisation fiscale et sociale. Emmanuel Macron aurait dû aller plus loin, selon vous, en matière d'ISF. Parce que ça ne fera pas revenir les riches, nous disait hier Michel Godet, que vous connaissez, l'économiste. Il n'en sait rien. Et de c'est toute son façon, point de vue. Hein. Non, mais d'accord, mais enfin, c'est toujours facile de dire. Vous savez, moi, je suis dans l'éthique de responsabilité, pas de conviction. C'est-à-dire que le monde, il n'est pas parfait. C'est pas moi le président de la République. J'aurais adoré, mais l'histoire, c'est pas trouvé comme ça. Donc, c'est Emmanuel Macron qui est dans le château. Il mène une politique qui n'est pas celle exactement que j'aurais faite, mais est-ce qu'elle apporte quelque chose par rapport à l'existant, quelque chose de positif? Oui, notamment sur cette question-là. Si vous me posez la question, est-ce que de mon point de vue, je pense qu'il aurait été plus simple de supprimer l'ISF? Oui, très clairement. D'ailleurs, ça aurait peut-être évité ce débat qu'on commence à avoir sur les signes externes, sur ce qu'il faudrait remettre idéalement dans l'assiette on aurait pu aussi l'avoir en supprimant l'ISF. l'ISF. Alors, c'est vrai. On aurait pu aussi l'avoir. C'est vrai. Bon, mais je pense qu'on aurait pu le supprimer, mais voilà, on le supprime pas. On supprime quand même 4/5 des recettes fiscales de l'ISF. Mais voilà, donc ça veut dire qu'on fait quand même quelque chose. C'est comme les ordonnances de travail. Il va rester les petits ISF finalement. Ceux qui ont payé l'ISF, ça sera des petits ISF aujourd'hui en France. Il y en aura moins. Donc, enfin, n'exagérez pas non plus, parce que mais parce qu'on présente un peu parfois les choses comme si au-delà de 10 millions d'euros de patrimoine, on a 90% bien sûr. de son patrimoine en placement financier. On voit bien qui bénéficie de ça. Oui, non mais d'accord, mais on ne va pas avoir de hausse, enfin j'espère, on ne va pas avoir de hausse de la fiscalité sur l'immobilier. J'espère, mais attends, je me méfie avec le Parlement, ils veulent faire des choses bizarres parfois, mais enfin, ce que j'ai compris de ce que disait le président de la République, c'est que c'est pas bon d'être propriétaire immobilier en France, ah oui, alors ça c'est vrai, mais pas pour ça. Macron. Ouais, non, pas sous Emmanuel Macron, il fait pas bon d'être président, c'est la plus révélateur ça. Non, il fait pas bon d'être propriétaire immobilier depuis longtemps en France, mais pour des raisons fiscales, oui, mais surtout pour des raisons réglementaires, parce qu'on a commis sur le marché du logement le même type d'erreur que sur le marché du travail. C'est-à-dire qu'on a pensé que pour qu'il y ait moins de chômeurs, fallait protéger les chômeurs et rendre la vie difficile, rendre le licenciement difficile aux dirigeants d'entreprise. On a raisonné exactement de la même façon sur le marché du logement en se disant pour que les gens restent dans le logement, notamment les locataires, il faut tout faire pour que les propriétaires ne puissent pas les mettre dehors. Donc le résultat de tout ça, c'est qu'il y a moins d'emplois et il y a moins de logements. Voilà, il y a moins de propriétaires. Et donc du coup, il faut changer, en tout cas faire évoluer ce système. Et dans le domaine du logement, surtout, la priorité en France, c'est de construire plus. Mais je pensais plutôt du point de vue fiscal pour les propriétaires qui se retrouvent à ne pas avoir de flat tax sur les revenus fonciers, qui ont toujours l'ISF sur l'immobilier. C'est vrai. Ça, c'est un choix politique du gouvernement que je ne partage pas complètement, qui consiste... C'est vrai, vous n'avez pas tort à stigmatiser peut-être un tout petit peu l'immobilier ou à faire... Alors, en même temps, c'est vrai que ce dont on a besoin avant tout en France, c'est de financer les entreprises. Mais c'est vrai que l'immobilier, c'est aussi très important. Mais attendez, de toute façon, globalement, en France, il y a trop d'impôts. Si c'est ça, on a un taux de prélèvement obligatoire qui est très élevé, et donc il faut qu'on arrive. Mais même d'ailleurs, après toutes ces mesures, on restera toujours en termes de prélèvement obligatoire. Oui, parce que c'est drôle, parce que le président de la République fait la pédagogie de la transformation en disant on ne peut pas réformer le pays, mais on peut faire une transformation. Et ce que je trouve très amusant, c'est qu'en fait, il réussit exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'on ne transforme pas, mais on fait des réformes. On fait des réformes qui sont loin d'être stupides, donc ce n'est pas une transformation, mais bon, c'est quand même des changements qui, à mon sens, vont plutôt dans la bonne direction. Allez, un mot quand même, parce qu'il y a eu une grosse polémique et dans la majorité, ça fait jaser cette histoire de surtaxation des produits de luxe ostentatoires. Votre grosse cylindrée polluante sera donc désormais taxée. Votre yacht, Nicolas Bouzou, non, il est à Panama, vous me direz, il ne sera pas taxé parce qu'il va pavillon Panama. Non, mais voilà, on a compris que, et Edouard Philippe l'a rappelé, le gouvernement y est ouvert. On a compris la décision, la portée symbolique, politique de ce choix, mais il faut quand même rappeler qu'économiquement, ce n'est pas ça qui va compenser la baisse des recettes fiscales sur l'ISF de 3 ou 3,5 milliards d'euros. Oui, mais attendez, moi je veux bien rester un instant aussi sur la portée symbolique. Je ne comprends pas, moi, ce raisonnement. D'un côté, on voit votre avion. On mène une politique, j'adorerais, on mène une politique qui est une politique d'attractivité fiscale. Mais de l'autre, on dit, grosso modo, la formule n'est pas de moi, elle est de Luc Ferry, je le cite,
revenez en France, mais en 2 chevaux, parce que si vous revenez en grosse cylindrée, ça va se voir. Bon, c'est quand même, on envoie 2 signaux contradictoires. Et puis du point de vue philosophique, je suis contre la taxation des biens de luxe. Alors, vous tombez mal avec vos blagues, parce que je n'aime pas les grosses cylindrées. Quand je vois une grosse cylindrée dans Paris, je trouve ça déplacé et vulgaire. Mais c'est pas parce que je trouve ça vulgaire, on va pas se mettre à taxer tout ce qu'on trouve vulgaire les uns et les autres. Et cette histoire de signe extérieur de richesse, c'est absolument épouvantable, parce que moi je vous en trouve pas. On peut aussi comparer le prix de nos costumes. Hein. Si ça se trouve, le vôtre est plus cher que le mien, et il faut... Alors ça, le costume, le vêtement, ça c'est un signe extérieur de richesse. Bon, vous voyez dans quoi la majorité s'est embarquée là. C'est un concours des piles, c'est la boîte de Pandore. Mais voilà, écoutez, non, et puis surtout d'un point de vue économique, faire. C'est pas ça qui va rapporter des milliards d'euros dans les caisses de 40 l'État. ou je sais pas quoi, enfin, mais qu'on arrête. Mais la France, alors bon, oui, mais on a touché un totem, on a touché un totem. Et ben on l'assume. Politique. Moi, je n'aime pas qu'on n'assume pas sa propre politique. Si le gouvernement ou si la majorité parlementaire pensait que c'est pas bien, n'assume pas sa politique. Bah, le président de la République, je ne l'ai pas encore entendu sur le sujet. En général, il l'assume. Mais les parlementaires ou les ministres de droite qui pensent que finalement, Bruno Le Maire, il fallait pas réduire l'impôt sur la Et même fortune le Premier parce que ça envoie un mauvais signal, bah, fallait pas qu'il fasse partie de ce gouvernement. C'est intéressant, vous disiez, Nicolas Bouzou, que ça risquait aussi d'envoyer un signal contradictoire, un mauvais signal, cette possible surtaxation des objets de luxe à l'étranger. Parce que c'est vrai que le message d'Emmanuel Macron, c'est on réforme, la France se modernise, on baisse la fiscalité, on veut attirer encore une fois les capitaux, les riches, les talents. Et en même temps, il ne faut pas qu'ils aient des grosses voitures quand ils sont chez nous. Vous savez ce qu'ils me disent, moi, les étrangers que je vois, il se trouve que je voyage pas mal en ce moment, ils me disent, notamment suite à ce débat, les Français, vraiment, vous êtes incorrigibles. Vous êtes incorrigibles. Vous faites de bonnes réformes, on pensait qu'il y avait de bonnes réformes, et vous nous réinventez des niches fiscales en plus. Parce que d'un côté, on dit on simplifie, et de l'autre, on est en train de réinventer des niches fiscales. Et on n'en parle pas suffisamment de cette histoire. Les niches fiscales vont augmenter. Elles augmentent. Ouais. Bon, alors qu'il faudrait faire l'inverse. Ouais. Bon, alors on va voir comment... J'attends quand même la réaction du président de la République parce que je ne suis pas sûr qu'il soit complètement d'accord avec cette histoire de taxation des signes extérieurs de richesse et je ne suis pas sûr non plus qu'il ait envie que le Parlement ait énormément d'autonomie sur ces sujets. Donc on va voir comment il réagit. Après, il n'a pas envie non plus qu'on lui colle trop cette image de président des riches. Donc c'est aussi une façon peut-être pour lui de... Il faut assumer sa politique, c'est président des riches, président de l'enrichissement. Moi je préfère que les gens soient riches que pauvres. Hein. Ça dépend lesquels et dans quelle mesure. Bien sûr, mais justement, la pédagogie qu'on doit faire en France, c'est la pédagogie du progrès. Vous savez, la justice sociale, et ça, j'y suis très... je me base là vraiment sur la philosophie de John Rawls, etc. Non, mais la justice sociale, c'est pas l'égalité. La justice sociale, c'est faire en sorte que les personnes les plus modestes aient la capacité à devenir, à s'enrichir. C'est ça, la réalité, sociale. Quand on regarde les chiffres de l'INSEE en matière de patrimoine, les inégalités sont encore plus que sur le revenu, ce sont des inégalités patrimoniales. C'est vrai. On a, je ne sais plus le chiffre, 10% des Français qui ont... Mais vous avez raison. 50% du patrimoine. Et avec ces mesures-là, il y a ce risque d'accroissement des inégalités patrimoniales. Moi, je pense qu'il faut que vous l'avez vu, vous le voyez venir. Bien sûr, hein. mais je le vois parfaitement, bien sûr. Mais je pense que ça vous dérange pas amener les gens. Non, si, ça me dérange beaucoup. Simplement, je préfère qu'on réduise les inégalités en faisant une bonne réforme du marché du travail, une bonne réforme de la formation professionnelle pour que les gens qui n'ont pas de patrimoine puissent gagner de l'argent, bien gagner leur vie et accumuler un patrimoine, plutôt que cette idée qui consiste à prendre des bouts de patrimoine et essayer de les redistribuer. Bon, vous savez que j'ai raison. L'avenir nous le dira. Quand le Premier ministre Édouard Philippe parle, c'était la libération d'un budget qui libère et qui protège. Qui libère, on en a parlé, qui protège. Pour vous, il y a vraiment des mesures qui vont dans ce sens. Il nous parle de l'augmentation de la... Ça le fait sourire de la prime d'activité, l'exonération de la taxe d'habitation, l'augmentation du minimum vieillesse sur 5 ans, qui n'est pas si énorme que ça quand on regarde ça de près, la suppression des cotisations salariales. Tout ça, c'est vraiment de la protection? Non, bien sûr que non. C'est là où je vous disais, je trouve qu'il n'assume pas complètement. C'est du pipeau? C'est pas du pipeau, mais c'est un peu... Pourquoi essayer... Attendez, soyons... vous avez un budget qui diminue l'ISF, qui diminue les APL. Bon, grosso modo, vous ne pouvez pas après dire aux gens on fait un budget social ou socialiste, parce que c'est pas vrai. Donc il vaut mieux aller au bout du raisonnement et dire c'est vrai qu'on rompt un peu avec cette culture française qui consistait à vouloir résoudre les problèmes par des augmentations de dépenses publiques. Là, on a décidé de faire l'inverse. Moi, je pense... D'ailleurs, je ne sais pas si les Français sont prêts à entendre ça, mais en tout cas, je pense que le gouvernement se grandirait, parce que d'une certaine façon, politiquement, là, il risque de perdre un peu tout le monde. C'est-à-dire que les gens ne sont quand même pas idiots. Les gens qui touchent une APL, ils vont voir que leur APL
va baisser de toute façon. Et les autres, comme moi, Oui, mais par qui étaient contre, ils verront leur loyer Bon. aussi baisser, donc ça c'est neutre pour eux. On va voir. Peut-être qu'ils verront un peu leur loyer baisser, mais sur la question du logement, on a besoin de. Le problème de la France, c'est fondamentalement qu'on n'a pas de logement là où sont les emplois. Voilà. Donc il faut qu'on arrive à densifier les métropoles, qu'on arrive à agrandir les métropoles, qu'on arrive à avoir de meilleurs réseaux de transport entre les métropoles et les banlieues. C'est ça les vrais sujets, si vous voulez, de logement en France. Pas Bon. les APL. Arrêtez de donner de l'argent en permanence. Il faut qu'on arrête quand même avec ça. C'est censé être Le neutre résultat de tout pour ça, les c'est qu'on a des locataires, dépenses c'est publiques. censé être neutre pour les locataires du logement social des parcs sociaux. Hein. Oui, bien sûr, mais attendez, mais moi je suis favorable de toute façon à cette baisse des APL parce que vous avez une partie de la hausse des APL qui s'était retrouvée dans les prix. Pas la totalité, il faut être juste. Et à l'inverse, on sait bien que c'est pas symétrique, c'est-à-dire que quand on baisse les APL, on ne le retrouve pas non plus en totalité en baisse de loyer. Cette asymétrie est regrettable. Mais à qui le dites-vous? On finit juste sur la CSG. 60%, on le sait, des retraités vont la payer, vont payer cette hausse de 1,7 point. Ils ont raison d'être mécontents parce que le gouvernement il dit attendez, mais dans l'autre sens, vous avez en échange la baisse de la taxe d'habitation. Et au final, en fait, au global, il semblerait que ce soit 25% des retraités les plus aisés qui aient vraiment un effort à fournir quand on fait la compensation entre la hausse de la CSG et la baisse de la taxe d'habitation par tiers. Oui, ils ont raison d'être mécontents parce que le problème, c'est que derrière ça, il y a un peu, et c'est d'ailleurs un peu justifié de cette façon par le gouvernement, il y a un peu l'idée du conflit intergénérationnel que j'aime pas beaucoup, c'est-à-dire l'idée selon laquelle les retraités sont relativement aisés. C'est vrai, quand on regarde les chiffres globaux, ils sont relativement aisés dans notre pays et pas les jeunes. Mais je trouve assez malsain Aisés par rapport aux jeunes, aisés par rapport à quoi? Par rapport aux jeunes, oui, mais justement, quand vous regardez les chiffres, normal, en moyenne, c'est vrai. Voilà, mais vous voyez, j'aime pas trop qu'on utilise ce type de raisonnement. Moi, ma préférence, je pense que c'est bien de baisser les cotisations salariales. J'étais plutôt favorable au financement par une augmentation de TVA, parce que la TVA, c'est plus neutre. C'est absorbé par tout le monde, c'est absorbé un petit peu par le consommateur, par tous les consommateurs, et c'est absorbé un petit peu par les entreprises, par les marges des entreprises, plutôt dans la distribution. Et donc, je pense que c'était plus astucieux d'augmenter un peu la TVA pour des raisons qui sont des raisons politiques. En réalité, pas lui reprocher, mais le président de la République a décidé de faire porter ça sur la CSG. C'était aussi une façon de se différencier de la droite, si on se souvient bien, pendant la campagne. Qui proposait la TVA. Donc ils ont raison, ces 25% de retraités qui, eux, pour le coup, vont cracher au bassinet. Ils ont raison, c'est jamais agréable de voir, surtout en France où les prélèvements obligatoires sont importants, c'est jamais très agréable de subir encore des augmentations de prélèvements obligatoires. Mais ça, c'est un choix du gouvernement. Le gouvernement, fiscalement, a préféré déshabiller Pierre et habiller Paul plutôt que faire de fortes baisses de dépenses publiques et n'augmenter aucun impôt. On manque de temps, mais il y a un vrai sujet là-dessus. Oui. Quand on voit la suppression de nombre de postes de fonctionnaires dans la fonction publique d'État, 120 000 promis sur 5 ans, là on a 1600, à ce rythme-là, le compte il sera pas. Parce que le président de la République estime que la reprise de la croissance est fragile et qu'il ne faut pas la mettre en péril par des baisses de dépenses publiques. Je ne suis pas d'accord avec ça, mais bon, en tout cas, il a fait ce choix qui est un choix là pour le coup presque d'analyse économique. Qui est un choix classique. Mais je ne suis pas d'accord. On a toujours fait ce choix-là en France. Je ne suis pas d'accord parce qu'il y a une accélération de la croissance, donc la dépense publique, on peut la réduire un petit peu quand même. Allez, merci à vous, merci d'avoir été là. Nicolas Bouzou, économiste et fondateur du cabinet Asterès, était l'invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. Merci.